toujours dans les hypothèses d'explication, il faut parler de ce qu'on appelle la commensurabilité, puisque là, on était sur les hypothèses. On a dit, quand vous avez plusieurs hypothèses, vous triez avec celle qui est la moins coûteuse cognitivement. Là, la maxime de Hume, c'est sur la vraisemblance de l'hypothèse. Comment on fait pour savoir un peu cette vraisemblance-là? Eh bien, vous avez l'épistémologue Susan Haack qui donne une belle image qu'on reprend. C'est de considérer qu'en fait, la science, c'est une sorte de grand mot croisé. Dedans, il y a des mots qui sont inscrits depuis longtemps au stylo, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait comme tentative pour mettre en doute, ça a échoué, donc on l'inscrit vraiment. Puis il y a des choses inscrites au crayon, c'est-à-dire on est encore en phase de test. Vous voyez. Typiquement, je sais pas, la théorie de la gravitation, c'est un truc qui est relativement inscrit de manière durable. C'est-à-dire que tout ce qu'on a tenté pour essayer de le mettre en cause, ça a échoué. Si quelqu'un arrive avec une théorie qui vous fait bouger tout le mot croisé, c'est possible. Des fois, il y en a qui arrivent avec des théories, je sais pas, c'est un peu le cas par exemple sur les médecines quantiques ou des choses comme ça, où en fait, faut tout changer, le mot croisé. Il faut qu'il arrive avec des preuves quand même solides pour vous faire effacer Newton, quoi. Vous voyez ? Et puis, un autre point, c'est de se souvenir que il est extrêmement rare, ou alors ça dure un temps très court, d'avoir un îlot dans le mot croisé. Vous voyez ? Des espèces de théories qui fonctionnent en autarcie, indépendamment de toutes les autres théories. En fait, quand ça se passe comme ça, soit rapidement on s'aperçoit qu'en fait il faut tout effacer parce que la baudruche se dégonfle, soit on arrive normalement assez vite à le raccrocher, et c'est d'ailleurs ce que font très souvent les scientifiques. À l'heure actuelle, il y a un peu les théories des cordes en physique, je crois qu'il reste une sorte d'îlot, mais beaucoup de physiciens, du coup, essayent de raccrocher ça aux théories scientifiques existantes pour savoir ce qu'on fait de ce petit paquet-là. Donc la commensurabilité, c'est ce qui doit vous permettre de dire c'est quand même peu vraisemblable ce qu'il me raconte, là, je vais lui demander des preuves solides. Troisième étape. Donc là, on était sur on va dire les hypothèses de départ fondatrices, donc les théories. Là, on arrive dans les faits, parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est que ça marche. On pourrait se dire, après tout, quelle que soit l'explication, du moment que c'est vraiment efficace, tant mieux. Il arrive d'ailleurs parfois qu'on ait les théories explicatives a posteriori des preuves d'efficacité. Ça a été le cas pour quelques molécules. L'aspirine, je crois, avait démontré son efficacité avant qu'on ait le mécanisme d'action de la molécule. On ne savait pas comment ça marchait, mais on savait, quand on faisait des essais un peu rigoureux, qu'il y avait une efficacité. Alors le problème, c'est le problème justement de l'efficacité, l'analyse des faits. À quoi conclure à quoi penser avant de conclure qu'une thérapie marche? Le problème, c'est le mot « marche ». En fait, est-ce que l'effet que j'obtiens, il est vraiment lié à ce que j'ai fait? Ça, c'est très compliqué à traiter. C'est très compliqué, pourquoi? Parce qu'il y a une évolution naturelle de l'immense majorité des maladies qui sont, alors on ne va pas parler de guérison, on va laisser ça au cas plutôt de maladies graves, mais on appelle ça les maladies spontanément résolutives. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple simple, vous avez un rhume, soignez-le, il dure 7 jours, soignez-le pas, il dure 1 semaine. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, on va de toute façon aller vers une résolution du problème. Et c'est le cas pour l'immense majorité des pathologies. L'immense majorité des pathologies est spontanément résolutive. Alors, il y a des estimations qui sont faites. Là, on parle de toutes les pathologies, donc tous les motifs de consultation. Tout ce qui est les maladies dites fonctionnelles, je sais pas, la constipation, les maux musculaires, tout ce genre de pathologies, en fait, si vous attendez une durée suffisamment longue, généralement, se résout de manière spontanée. Ce qu'on fait par contre, et ce qui est intéressant, c'est de consulter pour faire en sorte que pendant ce temps-là, les symptômes soient le moins invalidants possible et faire qu'on vive le mieux possible le temps que ça se solutionne, si vous voulez. C'est là que c'est intéressant. Mais du coup, considérer que j'ai un problème, je vais voir quelqu'un, j'ai plus le problème,
tout le monde aurait tendance à attribuer l'effet observé au fait d'être allé voir le thérapeute en question. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait jamais le test de ne pas y aller puis de savoir comment ça évolue. Vous voyez, puis... Donc ça, c'est une des problématiques. L'autre problématique, c'est qu'en plus d'avoir une évolution spontanément résolutive, on a très souvent ce qu'on appelle des symptômes cycliques. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi, généralement, je tousse comme un perdu, mais à mourir. Hein. J'appelle le médecin. Au moment où je vais dans son cabinet, je suis obligé de me forcer. C'est-à-dire que je plus rien, je tousse plus. Le truc classique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on consulte toujours au pic des symptômes. Sauf que c'est cyclique. Donc en fait, derrière, on redescend la pente, quoi. Donc on va mieux. Et souvent, on l'attribue au fait d'être allé chez le médecin et qu'il nous ait donné un traitement, vous voyez. Donc cette évolution cyclique-là fait qu'en plus, généralement, on consulte au pic, on va mieux. Quand on va mieux, moi c'est le cas dans mon cabinet, quand les gens ratent les séances, généralement, c'est qu'ils vont bien, vous voyez. Quand ils rappellent, c'est qu'on est de nouveau en haut du pic. Donc ça fait une espèce de cycle comme ça. Et on consulte toujours en haut du pic. Alors, un autre élément, au-delà de l'évolution des pathologies, au-delà de l'évolution cyclique, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Alors l'effet placebo, en fait, c'est important de parler d'effet placebo et contextuel. En fait, le placebo vrai, c'est quelque chose qui est un peu flou, on essaye de détailler ça. Alors, qu'est-ce que c'est déjà le placebo ? Placebo, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un effet réel. C'est-à-dire que vous avez réellement une sécrétion d'endorphine, de dopamine, donc vous avez une sécrétion de neurotransmetteurs vrai, mais qui est provoquée par une stimulation qui, elle, est symbolique. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, les gens associent le placebo à quelque chose de psychologique. Mais en fait, ce n'est pas le cas, parce que si vous faites des dosages sanguins, vous avez réellement le neurotransmetteur qui fait diminuer la douleur dans le sang. Mais il a été, en fait, auto-sécrété, si vous voulez. C'est ce qui fait qu'on a des effets placebo moteurs. Donc vous avez des gens, en fait, qui s'améliorent sur le plan moteur du fait d'une stimulation placebo. Pourquoi ? Parce que la dopamine, c'est un des neurotransmetteurs qui agit dans le contrôle du mouvement. C'est ça qui manque dans la maladie de Parkinson, par exemple. Oui, donc en fait, on sait qu'on a endorphine, dopamine qui sont sécrétées sur une stimulation qui, elle, est symbolique. On a l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le nocebo. C'est-à-dire qu'on arrive à se persuader tellement que ce qu'on prend va avoir des effets secondaires, que du coup on a des effets physiologiques qui provoquent les effets secondaires. Mais j'essaye de bien distinguer ça. Pourquoi ? Parce que quand on parle du placebo, aux patients, souvent ils disent « Non mais moi, placebo, ça ne me concerne pas, je ne suis pas fou ». Alors déjà, il y a une association un peu rapide qui est faite. Donc c'est une stimulation symbolique, donc effectivement psychologique, qui entraîne des effets physiques réels. L'avantage du placebo, c'est qu'il marche tout le temps, même sur une thérapie qui a une efficacité propre, ce qu'on verra tout à l'heure. Vous voyez ? Donc en fait, on l'a tout le temps. C'est le gâteau. Il faut avoir la cerise au-dessus du gâteau, c'est le truc efficace, quoi. Vous voyez ? Alors, par contre, le placebo, il est plus complexe. Et maintenant, on arrive à identifier mieux les différentes facettes. Il est dépendant du thérapeute. Et là, c'est intéressant quand même, sur le plan des thérapies manuelles, parce que la personnalité, le charisme, fait qu'on va potentialiser cet effet placebo. Et effectivement, tous, moi comme patient, si c'est le professeur qui fait la visite, quand même, c'est le professeur, quoi. Donc, on a tendance à potentialiser cet effet placebo. L'attention portée, et ça c'est un point qui est vraiment crucial dans les thérapies manuelles, c'est que ça reste un bastion encore, alors là ce sera sur la discussion de la politique, mais ça reste un bastion où le thérapeute a du temps en relation individuelle avec quelqu'un. Et en fait, c'est parfois et souvent même ce que les gens recherchent. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de pathologies que moi je vois dans les cabinets, qui sont des pathologies créées par le système socio-économique qui est un peu maltraitant, en fait. Et les gens, en fait, cherchent une écoute à ça. Alors après,
Ce qui est particulier, c'est que si vous discutez avec des médecins généralistes, souvent ils disent j'ai essayé un psychologue, hein, mais il préférait le kiné. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des connotations derrière. Vous voyez ? Et ça fait mieux d'aller voir son ostéo ou son kiné que d'aller voir un psy. Alors, autre chose, la notoriété, les titres, la durée, le prix de la consultation. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez formidable. Typiquement, en thérapie manuelle, moi, j'ai beaucoup de copains, par exemple, qui sont kinés ostéo. Et quand j'en discute avec eux, je dis, mais moi, j'ai bien étudié la question. Comment tu fais quand tu fais une technique pour savoir si c'est l'un ou l'autre ? Généralement, ils me disent, le prix. Et c'est pas faux. Et ils me disent, mais j'ai des patients, je fais cette technique en kiné, ça marche pas. Je fais la même en ostéo à 50 €, ça marche. Donc en fait, le prix qu'on investit dans une thérapie est aussi un des facteurs qui potentialise cet effet placebo. Il ne faut pas s'en priver, il faut juste se souvenir que c'est le gâteau et qu'on aura tout le temps ça. Donc il faut créer en fait les conditions de tout ça, mais avoir en plus un truc efficace, ce serait mieux. La durée de la liste d'attente, alors ça c'est un truc assez classique, hein, mais si vous allez voir un thérapeute qui a 4 mois d'attente, il est vachement bon, quoi. Voilà. Moi j'ai beaucoup d'attentes, par exemple. Je travaille qu'une demi-journée par semaine en clinique, vous voyez. Donc les gens, je leur dis, pas avant 4 mois, waouh, il doit être super bon. Non, je travaille jamais en fait, vous voyez. Et puis un autre truc, c'est le paradoxe de Hatcher. Alors, ça c'est un médecin britannique de mémoire, mais je peux me tromper, il faut vérifier, qui souhaitait faire des études avec du placebo, justement. Et du coup, il voulait délivrer des pilules placebo à ses patients, et puis après délivrer des pilules qui étaient censées être efficaces à ses patients, et puis il observait les résultats. Puis après coup, c'est pas très clair l'histoire de Hatcher, c'est est-ce que réellement le labo s'est trompé ou est-ce que c'était un truc monté. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que quand il a délivré les pilules qui pensaient être les pilules efficaces, l'efficacité a été meilleure qu'en délivrant les pilules placebo. Donc en fait, Hatcher, ce qu'il dit, c'est que vous potentialisez d'autant plus le placebo que vous croyez à ce que vous êtes en train de faire. Ce qui est problématique, puisque je suis en train, avec mes étudiants, par exemple, de déconstruire certains éléments. Donc est-ce que je ne suis pas en train d'affaiblir, vous voyez, leur potentiel effet placebo ? C'est une question éthique que je me suis posée, mais je leur propose des moyens de le récupérer ailleurs, vous verrez, c'est intéressant. L'autre élément, c'est le patient lui-même. Alors là, il y a eu pas mal de tentatives, d'études scientifiques pour déterminer des profils, des gens qui seraient placebo-sensibles ou placebo-résistants. Alors, une littérature assez abondante dans les années 60 qui essayait de démontrer qu'il y avait des placebo-sensibles, avec des profils plutôt psychologiques comme ça, etc. Les études actuelles montrent que en fait, c'est très dépendant du contexte. C'est-à-dire que votre placebo-sensibilité dépend d'un ensemble de données de l'environnement. C'est d'ailleurs le cas pour beaucoup de choses, y compris l'attitude qu'on a face à un esprit critique, par exemple, face aux thérapies. Moi, je discute avec beaucoup de gens, par exemple, qui disent avoir des positions très rationnelles, par exemple, sur les thérapies. Le jour où leur enfant est malade, on essaye tout, vous voyez. Donc c'est juste, il faut se souvenir que le contexte influence beaucoup nos attitudes vis-à-vis de ça et de rester relativement humble. Il faut avoir les outils en tête, quoi. Alors, du coup, en fonction du type de patient, de la représentation qu'il y a de la maladie, on est quand même dans une culture, on va dire, judéo-chrétienne où la souffrance a une certaine connotation. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui disent en séance, mais de toute façon, si ça fait mal, c'est que ça fait bien. Voilà, c'est une espèce je ne sais pas d'où vient cet héritage-là, mais quelque chose qui est assez ancré comme ça. Si on veut que ça marche, il faut quand même que ça passe par un truc qui fait mal, quand même. C'est beaucoup les anciens qui me disent ça. Ensuite, il y a la maladie en elle-même, qui porte une charge plus ou moins importante d'effets contextuels. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est qu'en fait, il y a probablement plus de chances
que l'effet placebo soit important dans votre traitement sur une lombalgie commune que sur un cancer de l'estomac, si vous voulez. Vous voyez, c'est-à-dire que dans un cas, c'est quelque chose de très fonctionnel, un peu psychosomatique, et dans l'autre cas, c'est quelque chose de très organique, qui portera du coup moins de conséquences sur le placebo. Et puis, dernier élément, il y a le traitement lui-même. Le traitement lui-même. Alors, c'était la Micapanis de Corvisart. À l'époque, en fait, il donnait de la mie de pain, il disait c'est Micapanis. Les gens recevaient ça comme étant un traitement avec un nom latin, ça devait forcément plutôt bien marcher. Vous voyez, on utilise encore ça. Hein. Par exemple, il y a les études marketing qui sont faites pour le nom des médicaments. Donc, Seresta, c'est sérénité, stabilité. Vous voyez. Viagra, c'est viril et Niagara, parce que, a priori, ça entretient une certaine connotation. La couleur, la taille, la forme, le goût, tout ça, ça intervient. On a donc le prix, il y a une étude simple qui a été faite. Hein. Vous donnez une pilule placebo à 2,50 $. Alors c'était fait aux États-Unis. À 2,50 $, vous recueillez le taux d'efficacité, etc. Vous donnez la même à 5 $ et c'est plus efficace. C'est exactement, tout est délivré de la même manière. Et là, il y a un point, c'est que le traitement en termes de thérapie manuelle, on a ces effets impact un peu placebo. Vous voyez, un très bon exemple, c'est le craquement, le cracking. Donc les études actuelles, toutes celles qui ont été faites de manière un peu sérieuse, montrent qu'en fait, c'est efficace, hein, une manipulation avec un craquement. Mais ce n'est pas plus efficace que le même mouvement sans le craquement, si vous voulez. C'est juste que dans l'esprit des gens, puisqu'on a une vertèbre déplacée, donc là, déplacée, c'est un truc avec un fort impact. Donc c'est un truc très mécanique. Si ça craque, c'est qu'on me l'a replacé. Vous voyez. Donc dans la logique des gens, voilà. Et du coup, ça amène à des choses assez étranges. C'est quand je mobilise quelqu'un, par exemple, les gens me disent « mais refaites, ça n'a pas craqué ». Donc là, il faut expliquer en fait ce qui se passe. Et puis maintenant, on a quand même quelques hypothèses d'explication sur le craquement. Donc tout ça, ça nous fait dire que les maladies évoluent souvent spontanément se résolvent spontanément, que le placebo, les effets contextuels interviennent. Un autre élément, c'est que le cerveau cerne très mal les causalités. Alors, on a appelé ça l'effet Hatchoum. L'effet Hatchoum, c'est juste pour que les étudiants s'en souviennent. On s'est dit, vous vous souvenez de l'histoire d'AZF, l'usine à Toulouse. On s'est dit, l'étudiant qui était à sa fenêtre, qui a éternué, et au moment où il éternue, toute l'usine est soufflée. Est-ce qu'il associe la déflagration à son éternuement, vous voyez. Et en fait, c'est juste pour illustrer le fait que quand il y a deux choses qui évoluent en même temps, on a tendance à mettre une relation de cause à effet entre les deux. Alors, une autre illustration, c'est le réchauffement climatique, vous voyez, qu'on arrive à identifier assez clairement là-dessus. Et en fait, en thérapie, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qui fait que parce que je vais mieux et qu'en même temps j'ai fait le soin, c'est bien le soin qui a fait que j'aille mieux? En fait, on n'arrive pas à distinguer là. Le pire étant que l'immense majorité des patients qui consultent sont polyconsultants. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils vont voir un panel de thérapeutes en même temps. Ouais. Et du coup, comment ils arrivent à attribuer l'effet à un truc? C'est assez étonnant. Alors, une solution qui existe pour trancher cette question, c'est de déterminer la cerise sur le gâteau. Ce qu'on appelle l'efficacité propre d'une technique. Efficacité propre, ça veut dire toute nue. Quand vous avez enlevé l'évolution de la maladie, quand vous avez enlevé les placebos et effets contextuels, vous voyez, pour faire ça, on fait ce qu'on appelle un essai randomisé, contrôlé en double aveugle. Alors, c'est un nom très barbare. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on prend deux groupes de personnes qu'on estime identiques. Il ne faut pas qu'ils sachent s'ils reçoivent un traitement ou s'ils reçoivent un placebo de traitement. On donne le traitement ou le placebo. Alors en plus, maintenant, on peut croiser, on fait des trucs super en termes de recherche scientifique, pour à la fin pouvoir attribuer l'effet observé réellement au traitement que vous avez donné, à la molécule que vous avez donnée. Le problème, c'est que pour que ça marche, ça, il faut être ce qu'on appelle en double aveugle. C'est-à-dire qu'il faut que le patient ne sache pas ce qu'il reçoit
il faut que le thérapeute ne sache pas ce qu'il donne. En thérapie manuelle, on fait comment? C'est pas possible, puisque déjà le patient qui ne sait pas ce qu'il reçoit, très souvent, ce n'est pas le cas. Et puis alors le thérapeute qui ne sait pas ce qu'il fait, même si on en a qui a priori ne savent pas vraiment ce qu'ils font, mais de là à dire que c'est un placebo, c'est quand même étonnant. Et donc, voilà, là je ne m'étends pas. Le livre en fait a 2 chapitres plutôt destinés du coup aux étudiants et aux professionnels. C'est comment on évite les grands biais méthodologiques. Alors les biais méthodologiques les plus classiques qu'on trouve en thérapie manuelle, c'est les thérapeutes qui veulent bien faire. Parce que ça c'est un autre point. C'est que moi ça fait 10 ans à peu près que je fais ça, j'ai pratiquement jamais rencontré de charlatans. Je rencontre que des gens sincèrement convaincus, mais qui n'ont pas nécessairement les outils pour se faire un avis éclairé. Mais ils veulent tous bien faire et ils pensent tous bien faire. Alors souvent ce que les gens font, ils prennent leurs malades, ils les évaluent au début, ils font le traitement, ils les évaluent à la fin, puis ils disent regarde, ils vont mieux. Mais maintenant on sait toutes les raisons qui font qu'ils peuvent aller mieux indépendamment de ce qu'ils font en fait. Donc ça, c'est le biais le plus commun. Le biais d'interprétation, il y en a pas mal. Et puis alors après, il y a les pièges statistiques et graphiques qui, là, sont présents même dans les vraies études scientifiques. Il y en a un nombre incalculable. En fait, ça amène à la critique du processus de publication des données scientifiques, qui est tout un champ qu'on développe, qui est un champ assez spécifique. Et on pourra en débattre un peu plus longuement la prochaine fois, mais c'est vraiment à l'heure actuelle une des grosses problématiques. Ce qui est étonnant, c'est quand vous discutez avec les chercheurs ou les doctorants, nous c'est ce qu'on fait à la fac, tout le monde vous dit bah oui, non, mais c'est scandaleux, de toute façon le système ça va pas du tout, mais tout le monde l'alimente. Vous voyez, c'est un peu comme vous demandez les conflits d'intérêts, donc parce que c'est un des objets aussi qu'on a d'études. Tous considèrent que les autres en ont, mais tous. Du coup, c'est quand même compliqué de trier. Et là, c'est pareil avec les doctorants, quand vous leur dites « mais du coup, tu as déjà vu des triches, toi, dans ton labo ?» Tous disent que oui, mais que eux, non. Vous voyez? Donc c'est un système un peu bizarre, et on va trouver une explication à ça un peu plus tard.